Pearl Harbor déclenche l'entrée en guerre des Américains. Mais cette bataille, c'est aussi la prise de conscience de l'incroyable force des porte-avions. Plus aucune cible n'est à l'abri des bombardiers. Vraiment, la campagne du Pacifique dans les années qui ont suivi l'attaque de Pearl Harbor a permis de développer ce qui deviendra notre stratégie moderne d'utilisation du porte-avions. Aujourd'hui, le porte-avions est la base de notre stratégie militaire. C'est la pièce centrale, avec les sous-marins et les forces qui les accompagnent. Finalement, ce porte-avions que beaucoup voyaient comme un jouet, qu'en fait s'impose comme une arme incroyable, à la fois pour mener des opérations contre la Terre, pour couvrir des flottes en mer, et puis également pour mener des opérations anti-navires. Et toute la bataille du Pacifique entre les Américains et les Japonais sera conditionnée, basée là-dessus. Qui a les porte-avions? Qui a le plus de porte-avions? Qui peut les positionner au meilleur moment? À la victoire. La victoire peut-être, mais elle n'est jamais sans risque. On finit par l'oublier, ces pilotes doivent atterrir sur un pont 20 fois plus court qu'une piste classique d'aéroport. Un pont qui, en plus, tangue avec les vagues. Depuis les premiers jours de l'aviation des années 30 et 40, les porte-avions modernes sont devenus beaucoup plus sûrs qu'avant. L'atterrissage sur la minuscule piste du navire est un exercice encore périlleux. Les pilotes, même les plus aguerris, risquent l'accident à tout moment. Et puis il y a aussi les kamikazes japonais, cherchant à s'aborder les porte-avions. Ils provoquent de nombreuses victimes. Avec la Seconde Guerre mondiale, les Américains, Japonais et Britanniques ont développé l'outil porte-avions. Mais la France, elle, contrainte par l'occupation allemande, ne s'y mettra qu'après la guerre. Aujourd'hui, la marine française dispose d'un des porte-avions les plus puissants au monde. Ces marins maîtrisent les technologies nécessaires au maniement d'un bâtiment nucléaire. Mais longtemps, nous avons été tributaires de nos alliés anglais et américains. Pour saisir cette histoire, il faut remonter à 1942. À l'époque, notre flotte est basée à Toulon. Redoutant qu'Hitler ne s'empare de nos bâtiments, une poignée d'officiers décide de s'aborder nos navires, contre les consignes de Vichy. Le 27 novembre 1942, en moins de 2 heures, plus de 100 navires sont coulés. Résultat, un an après la fin de la guerre, en 1946, lorsque le conflit indo-chinois se déclenche, la marine française est moribonde. Ce sont alors les Anglais qui viennent à notre rescousse. Ils mettent 2 navires à notre disposition pour transporter des avions. Le premier, le Dixmude, est un petit porte-avions d'escorte. Dès son entrée en service dans la marine française, il se rend à Saïgon pour livrer des appareils à l'armée de l'air. Le second bâtiment prêté par les Britanniques, c'est la Romanche. Il s'agit là d'un véritable bâtiment militaire. La Romanche avait pour ancien nom en Grande-Bretagne le Colossus. Il pèse 17 000 tonnes en pleine charge. Sa longueur est de plus de 211 mètres. Il embarque 1020 membres d'équipage. Et c'est en grande pompe qu'il est remis à la marine française. Dès 1948, il se rend en Indochine
pour appuyer un Dixmude déjà vétuste. Peut-être le plus symbolique, c'est la Romanche, parce que finalement, c'est le premier vrai porte-avions qui est prêté par les Britanniques, qui est un bateau quasiment neuf, qui va faire de multiples missions en Indochine. Il fait des campagnes sans cesse pendant la guerre jusqu'en 1954 pour appuyer les troupes au sol. Donc ça, c'est vraiment le porte-avions, je pense, le plus marquant de la guerre d'Indochine. Malgré la défaite, l'aéronaval a permis de soulager en Indochine une armée de terre acculée. Souvenez-vous qu'en 1954, les derniers avions qui ont volé au-dessus de la cuvette de Dien Bien Phu venaient des porte-avions. Et d'ailleurs, toutes les troupes qui ont été à Dien Bien Phu et les régiments qui en sont issus ont gardé un grand amour de l'aéronautique navale à cause de ça. Si les Anglais nous ont fourni 2 porte-avions en pleine guerre d'Indochine, les Américains ont eux aussi toujours été à nos côtés. Ils ont mis à notre disposition 2 navires après la guerre. C'est avec le plan Marshall que 2 porte-avions étaient transférés à la Marine nationale, le Lafayette et le Bois-Belot. Ils ont servi dans la marine française pendant 10 ans, dans les années 50. Les 2 navires ont participé au conflit, en Indochine et en Algérie. Cela faisait partie de notre effort pour réarmer et reconstruire l'Europe, et surtout nos alliés. Ce sont grâce à ces appareils anglais et américains que les militaires français vont découvrir l'outil, se l'approprier. On y trouve cordonniers, boulangers et même un bloc opératoire. L'après-guerre a donc clairement été une bascule pour les militaires français. Les bâtiments prêtés par nos alliés vont se relayer sur les théâtres des guerres de décolonisation. Indochine, Algérie. Les porte-avions ont été adoptés par l'armée, mais les bateaux doivent être rendus aux Anglais et aux Américains. La France décide donc de s'équiper elle-même. Et c'est le président Coty qui signe la commande. La France lance dès 1955 la construction de 2 porte-avions, le Foch et le Clemenceau.